Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente la gamme d'aquarelles Aquafine de Daler-Rowney avec ses avantages et ses inconvénients. Je vous dirai aussi les couleurs que je trouve les plus intéressantes dans la gamme et pour quelles raisons. C'est parti! Comme la marque Winsor & Newton que je vous ai présentée dans ma vidéo sur l'aquarelle Cotman, Daler-Rowney est un fabricant de couleurs historique, britannique également. En 1783, les frères Rowney sont deux apothicaires qui font commerce de poudre et de pigments pour les perruques. Lorsque celle-ci passe de mode, une cinquantaine d'années plus tard, en 1830, ils s'adaptent et utilisent leurs pigments pour produire de l'aquarelle dite humide, comparable à celle que l'on connaît aujourd'hui, mais qui est nouvelle à l'époque. L'entreprise familiale se développe tout au long des années. En 1983, l'entreprise est rachetée par la Daler Board Company, spécialisée dans le papier et les pinceaux, pour devenir Daler-Rowney. Mais revenons à nos moutons. Aquafine est la gamme d'aquarelles fines ou études de la marque Daler-Rowney donc. Cette marque produit également une entrée de gamme appelée Simply de qualité moindre, ainsi qu'une gamme de qualité extra fine dite Artist. D'ailleurs, certaines couleurs de cette gamme Artist sont parmi mes préférées. La gamme Aquafine est moins chère que la gamme Artist car comme toutes les gammes études, elle ne contient pas les pigments les plus onéreux de type cobalt ou cadmium qui font monter les prix. À la place, des pigments moins chers sont utilisés, voire mélangés entre eux pour mimer ces teintes. On les reconnaît parce qu'elles sont appelées nuances de quelque chose ou imitation. Par exemple, nuance de jaune de cadmium ou jaune de cadmium imitation. Pour les pigments moins onéreux, en revanche, on retrouve souvent les mêmes que dans la gamme professionnelle. C'est juste la concentration en pigments et la finesse des particules qui est moindre. La gamme Aquafine qui nous intéresse aujourd'hui est relativement récente. Je n'ai pas trouvé la date de sa création, mais le commentaire le plus ancien que j'ai trouvé sur Amazon la concernant date de janvier 2015. La gamme a subi des évolutions et aux alentours de 2018-2020, certaines couleurs ont été reformulées pour supprimer les pigments les plus fugitifs. Attention donc si vous achetez une couleur issue d'un ancien stock. Il se peut que ce soit une ancienne version, car parfois les noms sont restés les mêmes. Si c'est à l'unité, vous le saurez, car le code des pigments utilisés est imprimé sur le tube. Si c'est dans un set, ce n'est pas le cas. La gamme Aquafine est aujourd'hui toujours produite en Angleterre, berceau de la marque. La gamme Aquafine compte en 2022 48 couleurs, dont 2 métallisées, dorées et argentées, toutes disponibles en tubes de 8 ml et en demi-godet. Il est possible d'acheter les tubes à l'unité, mais les demi-godets, en tout cas actuellement, sont assez bizarrement en lot de 2 couleurs non dissociables. Autrement, il est tout à fait possible de remplir un demi-godet vide avec la peinture en tube et attendre qu'elle sèche complètement. Pour chaque couleur, que ce soit sur l'étiquette ou sur le site internet, vous avez accès aux informations essentielles. Un numéro d'identification dans la gamme, un nom de couleur, la composition en pigments, très important, l'opacité, la résistance à la lumière. Parmi les 48 couleurs disponibles, j'en possède quelques-unes et d'autres m'ont été prêtées. Merci Nadège pour la vidéo. Je vous les montre ici. Ce sont majoritairement des couleurs qui se trouvent dans des sets tout faits. Ce ne sont pas forcément celles que j'aurais choisies si je les avais achetées à l'unité. Je vous les montre pour que vous puissiez voir l'intensité de couleurs à laquelle vous pouvez vous attendre. Ensuite, je vous indiquerai les couleurs qui, selon moi, sont les plus intéressantes dans la totalité de la gamme. J'ai lu beaucoup d'avis très positifs sur cette gamme, et son prix étant attractif, j'ai voulu les tester pour vous. Les couleurs qui, selon moi, sont les plus intéressantes pour un débutant sont parmi les monopigmentaires transparentes. C'est ce type de couleur qui permet de réaliser le plus facilement des aquarelles lumineuses. Je ne m'attarde pas trop sur le critère de résistance à la lumière, d'autant qu'au fil des années, la gamme a évolué pour ne plus proposer aujourd'hui que des couleurs qui sont toutes correctement classées. Je ne m'y attarderai donc pas plus. Voyons maintenant toutes ces couleurs version 2022 de plus près. La première chose qui m'interpelle, c'est la transparence de certaines couleurs, ou plutôt leur relative opacité, et la cohérence avec les informations fournies dans le nuancier. Comme je vous l'ai dit précédemment, la transparence est une qualité importante. Or ici, plusieurs couleurs, bien qu'étiquetées transparentes, sont à mon avis au minimum semi-transparentes, voire semi-opaques. Par exemple, ce rose permanent, numéro 537, est indiqué transparent, alors que je le trouve aussi opaque que le rose pêche, numéro 578, qui lui est bien indiqué opaque. Autre exemple, tous les jaunes que j'ai testés, bien qu'étiquetés transparents, sont visibles sur le trait noir, donc ils sont au mieux semi-transparents.
A contrario, je trouve la nuance bleu de cobalt plus transparente, alors qu'elle est notée semi-opaque. Bref, tout ça pour dire que je ne trouve pas cette information très fiable. Je vous parlerai des couleurs que j'ai pu tester. Pour les autres, je ne pourrai malheureusement pas vraiment me prononcer. Au niveau de l'intensité des couleurs, rien à dire. Tout va bien de ce côté-là, c'est tout à fait satisfaisant. En ce qui concerne les jaunes, il y a 3 monopigmentaires. Un jaune froid, le jaune citron 651, pigment PY3, un moyen, la nuance jaune cadmium 620, pigment PY 155, et un jaune chaud, la nuance jaune indien, pigment PY 65. Pour cette dernière teinte, il y a un doute. Sur mon tube, il est marqué PY 153, alors que sur le nuancier de Internet, il est marqué PY 65. Ils sont malheureusement plutôt semi-transparents, comme je viens de vous le dire, mais c'est souvent le cas pour les jaunes, donc ils peuvent être intéressants quand même. Les deux jaunes qui sont des mélanges, le 618 et le 640, présentent moins d'intérêt puisqu'ils peuvent être facilement recréés par mélange. Le seul véritable orange de la gamme est la nuance orange cadmium numéro 619, pigment PO71. C'est une couleur secondaire, pas vraiment nécessaire et je n'ai pas pu la tester, donc joker. Pour les rouges, il y a du choix en rouge chaud et froid. Concernant les rouges chauds, j'ai essayé la nuance vermillon numéro 588, pigment PR255, et la nuance rouge cadmium numéro 503, pigment PR242. Entre les deux, je préfère le second, que je trouve plus lumineux et transparent. Au niveau des rouges froids et magenta, en monopigmentaire, il y a la nuance d'alizarine cramoisie, numéro 515, pigment PR176, le rose permanent, numéro 537, pigment PV19, et le magenta quinacridone, numéro 414, pigment PR122. Je n'ai malheureusement pas testé ce dernier, qui semble correspondre le mieux au magenta primaire. Mais entre les deux autres, je vous conseille sans hésiter l'alizarine cramoisie, plus intense, plus transparente. Le rose permanent est étonnamment pâle et opaque, comme si du blanc y était ajouté. À mon avis, ce n'est pas le candidat idéal pour faire des mélanges. Je suis assez déçue de cette couleur. À la limite, le lac pourpre numéro 433, pigment PV19, me semble plus utile, même s'il est plus violet qu'un réel magenta. Petit aparté sur la couleur de convenance numéro 578 qui s'appelait rose portrait. Cette couleur a été rebaptisée rose pêche, plus politiquement correcte, tout le monde n'ayant évidemment pas la peau si claire. C'est une teinte souvent très appréciée des débutants qui ne savent pas encore trop comment créer eux-mêmes cette teinte par mélange. Mais attention, c'est une couleur opaque, donc à manier avec prudence pour éviter les effets plâtreux. Alors maintenant le violet. C'est une couleur secondaire qui n'est pas indispensable dans une palette de débutants parce qu'il peut facilement être fait par mélange. Si vraiment vous voulez en ajouter un à votre palette, le mauve permanent numéro 413, pigment PV23, me semble un bon candidat. Là encore, je ne l'ai pas testé, mais je sais d'expérience que c'est en général un pigment intense qui permet d'obtenir de belles couleurs sombres. Juste un petit aparté sur les couleurs rose outre-mer, pigment PR259, et violet outre-mer, pigment PV15, qui sont proposés ici. Ce sont deux pigments qui sont rarement proposés dans les gammes études, donc si vous voulez les tester à moindre coût, ça peut être pas mal, d'autant qu'ils sont ensemble en demi-godet. Je ne les ai pas testés non plus, car personnellement, ce sont des couleurs qui ne me sont pas utiles. Sachez que ce sont généralement des couleurs assez douces, peu teintantes et qui ont tendance à granuler. Pour un bleu chaud, c'est-à-dire qui tire sur le violet, le bleu outre-mer, pigment PB29, est une valeur sûre. Dans la gamme aquafine, vous l'avez dans le bleu outre-mer clair, numéro 122, et foncé, numéro 123, et aussi mélangé avec un pigment blanc dans la nuance bleu de cobalt, numéro 110. Là aussi, c'est un peu déroutant. Je n'ai testé que le bleu outre-mer foncé, c'est d'ailleurs celui qui est souvent inclus dans les sets, et je me dis qui peut le plus, peut le moins. Si je le veux plus clair, je n'ai qu'à le diluer. En toute logique, je me suis dit également que la nuance bleu de cobalt, contenant en plus un pigment blanc, devait être au moins un tout petit peu plus opaque et clair. Et la surprise, ce n'est pas vraiment le cas. J'ai dû vérifier 3 fois que je n'avais pas interverti les demi-godets parce que clairement, le bleu outre-mer foncé est plus opaque que la nuance bleu de cobalt. Et les deux ont une teinte quasiment identique. Donc sur ce coup-là, à moins d'une erreur d'étiquetage sur les demi-godets, je choisirais contre toute attente la nuance bleu de cobalt numéro 110 comme mon bleu chaud. Ce qui est bizarre, c'est d'avoir choisi d'inclure ces deux teintes quasiment identiques dans un set de 12 couleurs. Si vous possédez ces deux couleurs, dites-moi en commentaire si vous constatez la même chose que moi.
Comme quoi ça vaut vraiment le coup de tester chaque couleur en réel. Du côté des bleus froids, c'est-à-dire légèrement turquoise, j'irai sans hésiter vers le classique bleu de phthalo numéro 142, pigment PB15, qui est très intense, saturé et transparent. La nuance bleu de céruléum numéro 112 contient le même pigment PB15 plus un pigment blanc. Il est plus pâle et théoriquement plus opaque, comme indiqué dans le nuancier, mais en pratique, je l'ai trouvé assez transparent. C'est une couleur très bien pour faire des ciels, mais un peu moins polyvalente dans les mélanges. Le turquoise transparent, numéro 157, pigment PB16, tire encore un peu plus vers le vert, tout en restant bleu. Il pourrait faire office de bleu très froid. Le bleu de Prusse, numéro 135, pigment PB27, est aussi intéressant. C'est une teinte foncée, plus désaturée, que personnellement j'aime beaucoup, mais qui est moins polyvalente pour les mélanges. Elle est aussi moins teintante que les bleus phthalo, il est donc plus facile d'y ouvrir des blancs. Tous les verts présents dans la gamme sont des verts de convenance, composés de 2 ou 3 pigments, à l'exception du vert émeraude numéro 382 et son pigment PG7. Je vous parle assez souvent de ce pigment, un vert très froid et saturé, impossible à recréer par mélange et qu'on retrouve dans toutes les gammes d'aquarelles. Il est très utile car très intense et transparent, et génial dans les mélanges pour créer n'importe quel vert. Mais attention, c'est aussi un piège pour les débutants qui ne maîtrisent pas encore bien les mélanges et utilisent ce vert tel quel pour peindre de la végétation. Et là, c'est la cata assurée, avec un rendu pas du tout naturel. La version proposée par Aquafine de ce pigment est très satisfaisante, intense et transparente comme il se doit. Parmi les verts de convenance plus naturels, j'ai pu tester le vert feuillage, numéro 355, qui n'est rien d'autre que le jaune citron additionné d'un soupçon de vert émeraude, donc inutile si vous avez déjà ces deux couleurs. Le vert de Hooker foncé est composé de 3 pigments et est assez opaque. Je ferai l'impasse sur celui-là. Mon préféré serait le vert de Vessi, numéro 375, qui peut faire une bonne base rapide pour du feuillage. Mais là encore, rien d'indispensable. Je n'ai pas testé le vert olive, numéro 363, ni le vert de Hooker clair, numéro 353. Du côté des couleurs brunes et des terres, il y a la très classique et bien utile terre de sienne brûlée, numéro 221, pigment PR101. La version d'Aquafine est très satisfaisante, transparente et assez lumineuse, à inclure sans hésiter dans votre palette, même réduite. L'ocre jaune numéro 663, pigment PY42, comme souvent pour ce pigment, est assez opaque et du coup il rend facilement les mélanges ternes à moins d'être bien dilués. Pour un débutant, je recommanderais plutôt un ocre jaune d'une autre gamme qui serait moins opaque, ou même la terre de sienne naturelle numéro 667, pigment PBR7, qui semble plus transparente. Pour un brun plus foncé, pas obligatoire mais pratique, en général j'aime la couleur de la terre d'ombre brûlée. Mais là, de façon surprenante, c'est un mélange de 3 pigments. En monopigmentaire, il n'y a que la terre d'ombre naturelle, numéro 247, pigment PBR7, qui bien qu'étiquetée opaque, me semble plus transparente que la terre d'ombre brûlée. La couleur appelée rouge clair, numéro 527, pigment PR101, ne porte pas bien son nom à mon avis. C'est une couleur plutôt rouge brique, assez opaque, qui rappelle le rouge indien d'autres marques. Les autres bruns sont des teintes de convenance. Au niveau des teintes sombres et neutres, ce sont là encore des couleurs de convenance dont vous pouvez parfaitement vous passer. Mal utilisées, elles risquent de ternir toutes vos peintures. Si je devais n'en garder qu'une, à utiliser avec parcimonie, je choisirais le noir d'ivoire numéro 34, pigment PBK7, à mélanger avec un marron ou un bleu chaud pour le nuancer. Le gris de peine proposé est lui-même un mélange de ce noir et du bleu outre-mer, donc si vous avez déjà ces deux couleurs, le tour est joué. Je n'ai pas testé leurs couleurs métallisées, or et argent. Ce sont des peintures fantaisie particulières qui s'utilisent un peu différemment des aquarelles classiques. Je n'en parlerai pas ici, mais dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé par une vidéo sur ce sujet. Et pour finir, comme d'habitude, je ne recommande pas le blanc pour une palette de débutants, car il a tendance à être mal utilisé et ne rend pas forcément service au départ. Mieux vaut apprendre à bien diluer ces couleurs pour les éclaircir. Avant de parler du prix de cette gamme, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage vraiment. Parlons budget maintenant. C'est une gamme que vous trouverez relativement facilement dans les magasins d'art ou sur les sites de vente en ligne. On la trouve actuellement au meilleur tarif sur aquarellesetpinceaux.com qui a les sets tout faits ou les tubes à l'unité à 2,41 € le tube de 8 ml, ou moins quand il y a des promotions.
Vous trouverez aussi la gamme chez cultura.com et aussi au Géant des Beaux-Arts. Si vous achetez une palette toute faite, vérifiez toujours sur l'emballage quelles couleurs sont incluses. Ça peut varier pour un même modèle. Calculez également le prix par couleur inclus et voyez si le boîtier vous convient pour ne pas être déçu. Pour info, en général, je ne suis pas fan des boîtiers en plastique, mais j'avoue que les leurs sont assez sympas. Un look assez minimaliste et très peu encombrant car très plat, et à la fois assez robuste avec un plastique qui accroche bien la couleur et ne perle pas. Attention, les emplacements n'accueillent que les demi-godets les plus petits, c'est-à-dire les Aquafine, mais aussi les Winsor & Newton, y compris les Cotman. Vous pouvez aussi déboîter la partie qui maintient les godets et y placer les vôtres avec de la pâte à fixe par exemple. Les palettes métalliques, elles, sont plus carrées, du coup elles ne rentrent pas dans ma trousse, mais ça ce n'est que moi. Les couleurs sont également placées dans un plastique moulé fin et non dans des demi-godets, donc vous ne pouvez pas les enlever pour les mettre dans une autre palette. Dans les deux cas, il y a en général un petit pinceau inclus. Voilà, je vous ai un peu décortiqué mes couleurs préférées dans cette gamme. Je vous rappelle que mon choix est basé sur des critères qui me semblent importants pour moi, c'est-à-dire avoir les couleurs les plus polyvalentes possibles et les plus faciles à utiliser. Bien entendu, pour vous, ces critères peuvent être totalement différents et vous pouvez parfaitement apprécier d'autres teintes que celles que j'ai citées. Mon verdict final, c'est que globalement, c'est une gamme étude de bonne qualité. Les couleurs sont bien intenses. Je mettrai quand même un bémol sur l'opacité excessive de certaines couleurs qui peut surprendre au regard des informations fournies, comme ce fut mon cas pour le rose permanent. Personnellement, et pour cette raison, dans la même fourchette de prix, j'aurais tendance à préférer la gamme Cotman. En pratique, j'ai utilisé ma petite palette Aquafine pour mettre en couleur ce croquis et j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Le rapport qualité-prix est bon. Si vous choisissez d'acheter ces couleurs à l'unité pour composer vous-même votre assortiment, je vous suggère de jeter un œil sur cette vidéo qui vous donnera des conseils supplémentaires. Avec ça, vous aurez tous les éléments en main pour faire le meilleur achat. Alors à bientôt!